Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce premier épisode de la saison de Zone de Turbulence, donc format régulier avec Tara Varma, Visiting Fellow à la Brookings Institution à Washington. Bonjour Tara. Bonjour Alexandre. Donc, épisode format régulier qui est consacré à l'actualité washingtonienne au sens large, c'est-à-dire aussi à l'actualité stratégique américaine, mais c'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui est présent sur place à Washington au cœur du réacteur stratégique américain, c'est-à-dire ce milieu washingtonien et particulièrement la Brookings Institution qui est l'un des principaux think tanks historiques aux États-Unis sur les questions stratégiques. Et voilà, c'est le premier épisode de l'année, donc on rattrape un peu le retard de l'été. Donc on a fait une zone d'opération avec Joseph Aurentin. Bon bah ça, il fallait suivre les opérations de l'Ukraine, enfin ce qui s'était passé en Ukraine pendant l'été. C'était assez facilement faisable, on pouvait rattraper le retard. Là, quand on fait le bilan de ce qui s'est passé en 1 mois et demi, 2 mois aux États-Unis et à Washington, c'est assez vertigineux. Voilà, c'est vertigineux comme une sorte de falaise vers lequel un pays serait en train de sombrer. Mais peut-être dites-nous avant tout, alors il y a plein de choses et vous allez parler de ce dont vous avez envie, c'est ce qui vous paraît le plus signifiant dans le contexte washingtonien, mais il y a quelque chose aussi dans la vie quotidienne, dans la vie courante, puisqu'il y a ce fait stratégique, mais en tout cas ce fait civilo-militaire essentiel qui est que l'armée, en tout cas la garde nationale, est déployée dans un certain nombre de grandes métropoles américaines, donc après Los Angeles, Washington, il y en a d'autres, il y a les questions de Chicago, questions de la Nouvelle-Orléans, enfin moi il y en a, mais en tout cas il y a ce truc qui est apparu comme un champignon pendant l'été de l'administration Trump envoie l'armée dans les grandes villes. Ce qui est, bon, je vais me garder de qualificatifs et de comparaisons historiques pour l'instant, mais voilà. En tout cas, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça fait concrètement dans cette ville qui par ailleurs est extrêmement particulière. C'est aussi pour ça qu'il le fait. Washington, c'est la ville de toutes les élites où dans un périmètre pas si large, il y a quand même beaucoup de gens très importants. Voilà, qu'est-ce que ça fait d'avoir des soldats, littéralement des bourrés de bottes, au milieu de tout ça ? Ça fait très bizarre. C'est vrai qu'on les voit dans les rues. Ils sont dans certains quartiers, plutôt les quartiers où il y a les musées vers le National Mall, où on a aussi un certain nombre de ministères. Ils sont dans le quartier de DuPont Circle, où il y a tous les think tanks, où mon think tank est aussi localisé. Et ils n'ont pas grand-chose à faire. En fait, on les a vus en train de parfois ramasser les poubelles, déblayer les pelouses, mais ils sont quand même en train de se promener dans la rue avec leurs fusils d'assaut. On peut mentionner que c'était l'excuse, le prétexte, c'était de mettre un terme à la criminalité rampante à Washington. Washington qui est sur un fossé, il n'y a jamais eu aussi peu de criminalité à Washington depuis des décennies. Et voilà, ils ont pas beaucoup de boulot. Enfin, certes, il y a des carjackings, il y a de l'insécurité comme partout dans le monde, mais bon, on peut pas dire que ce soit le cœur du réacteur, Washington. C'est surtout que les soldats, en fait, de la garde nationale ou d'une autre armée ne sont pas censés faire ce qu'on appelle du law enforcement. Ils sont pas censés se comporter comme la police. Et en fait, là, on a étendu aussi le champ de leur responsabilité sans le définir clairement dans la loi et de manière indéterminée. C'est-à-dire que la décision a été prise le 11 août par Donald Trump de faire circuler les soldats de la garde nationale, effectivement pour lutter contre la criminalité rampante, soi-disant. Il y a un problème de criminalité à Washington depuis longtemps, parce que c'est une ville où il y a les élites, mais c'est aussi une ville où il y a une vraie division qui est issue de la ségrégation. Il y a toute une partie de la population noire américaine qui vit dans des conditions économiques franchement déplorables, d'une partie de la ville où les soldats de la garde nationale ne vont pas, et ils sont aussi censés se débarrasser, si je puis dire, des sans-abri. Donc ça, ils ont commencé à le faire, effectivement. On voit qu'il y a de moins en moins de sans-abri dans les rues de Washington. On ne sait pas où ils les ont mis. Ça fait partie des questions que les organisations de la société civile sont en train de poser sans obtenir de réponse pour l'instant. Mais voilà, on leur a aussi attribué des fonctions qui ne sont pas censées être les leurs. Ils n'étaient pas armés au départ, ils sont armés maintenant. Et donc l'annonce a été faite le 11 août et ça devait durer 30 jours au départ. Parce que ça, rappelons qu'il y a une spécificité, Washington n'étant pas un État, c'est-à-dire il y a une
pour des raisons historiques, ce qui est le fait que dans le siège du pouvoir américain, personne n'avait envie qu'il y ait un contre-pouvoir à l'État fédéral local. Donc, ce qui fait que Washington n'est pas un État, donc en fait, il y a des prérogatives particulièrement étendues pour le président dans cette ville-là en particulier. Il reste qu'il lui faut normalement une approbation du Congrès au bout d'un certain temps. Oui, alors il lui faut une approbation du Congrès pour faire un certain nombre de choses qu'il fait depuis des mois et dont il a décidé de se passer. Là, la maire de Washington, qui est une maire démocrate, Muriel Bowser, a signé un décret il y a 2 jours maintenant demandant aux forces de police de Washington, de la Metropolitan Police, en fait, d'aider les soldats de la garde nationale autant que possible, de manière aussi étendue que possible. Je me souviens plus quelle est la formulation exacte, mais voilà, elle les encourage à les aider et en fait à se plier aux exigences de Trump. Et surtout, ce qui a été annoncé maintenant, c'est qu'a priori, la durée où on va voir ces soldats dans les rues de Washington est étendue jusqu'au 31 décembre, donc ils y sont 24 heures par jour, et ça pourrait aller au-delà du 31 décembre. Donc on n'a pas de date vraiment de fin en vue d'avoir ces soldats dans les rues de Washington. Ils vérifient les pièces d'identité de certaines personnes dans certains endroits. Donc, on les a vus se positionner en haut à l'extérieur des stations de métro, en centre-ville de Washington aussi, là où il y a un certain nombre de fonctionnaires, de personnes qui travaillent pour l'administration et vérifier les pièces d'identité des gens, ce qu'ils sont en théorie pas non plus susceptibles de faire. Mais c'est vrai qu'on est encouragé à se promener maintenant à toute heure du jour et de la nuit avec des papiers d'identité afin de démontrer qu'on est légalement présent sur le sol américain. On voit des gens être arrêtés, donc vraiment par ces voitures plutôt de ICE, donc l'agence qui est en charge de l'immigration, et on les voit masqués, armés aussi, et ils procèdent à un certain nombre d'arrestations partout dans la ville, puisque les chiffres qui ont été déterminés par le chef de cabinet adjoint, directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, Stephen Miller, sont quand même quasi inatteignables, de millions de gens qui sont censés quitter le territoire par mois. Et donc on voit un renforcement aussi de cette posture anti-immigration très assumée. Je suis un peu étonnée du fait qu'encore une fois, il y ait pas tellement de protestations contre ça. Alors les gens ont très peur, et ça se comprend, parce qu'on est dans l'arbitraire le plus total, et on avance par rapport aux discussions qu'on a eues dans des épisodes précédents. On voit qu'on continue d'avancer dans cet arbitraire-là. Et c'est difficile de s'organiser en fait contre eux. Je pense que c'est aussi ça qui est en train de se passer. C'est que c'est juste très difficile. Il y a des procès qui sont intentés, dont on attend un certain nombre de décisions juridiques, mais qui vont prendre beaucoup de temps à arriver. On peut peut-être dire un mot justement de ICE, puisque vous l'avez mentionné, parce que c'est un autre fait marquant. Alors, je sais plus si on avait déjà parlé de la Big Beautiful Bill de Donald Trump, probablement pas. Donc de cette loi budgétaire qui est passée pendant l'été, je pense. Et parce que c'est une réorganisation assez massive de l'appareil militaire et stratégique, et en fait des forces de l'ordre et des forces militaires aux États-Unis, parce que c'est une agence qui triple son budget, voire même plus, et qui a un influx massif. Je crois avoir lu que le budget de ICE, c'était plus que toutes les autres armées du monde, sauf l'armée chinoise, rien que l'agence ICE. Alors que le budget du FBI, le budget de la CIA diminue, et donc il y a une sorte de réorganisation, de réallocation assez massive des moyens dans l'appareil militaro-sécuritaire américain, qui forcément pose des questions sur... Bon, on n'est pas obligé dans les spéculations de est-ce que c'est une milice aux ordres de Trump, mais c'est une des questions qui se pose, et en tout cas c'est une réallocation massive des moyens pour la sécurité des États-Unis, quoi. Oui, il y a beaucoup de gens ici qui disent que Trump est en train de constituer une force paramilitaire qui lui est pleinement et totalement dédiée. Et effectivement, vous avez mentionné le FBI et la CIA. En fait, les purges continuent dans ces deux agences de personnes qui ne seraient pas totalement alignées avec Donald Trump. On y reviendra sur ce qui se passe en Russie et en Ukraine, mais la personne qui a briefé Donald Trump avant le sommet à Anchorage, experte de la Russie, a été licenciée juste après la tenue du sommet parce que l'administration considérait qu'elle n'avait pas bien fait son travail. Et ICE, pour le coup, est constitué de gens qui sont plutôt acquis à la cause de Trump, plutôt très alignés avec son idéologie. Et donc c'est pas surprenant que ce soit l'agence aussi qui bénéficie de l'augmentation de budget la plus significative, du soutien politique le plus clair, le plus significatif aussi.
Et ce qu'on voit, c'est que sur le déploiement de la garde nationale, Trump a eu cette phrase il y a 2 jours aussi, où il dit « J'ai le droit de faire ce que je veux, je suis le président des États-Unis. Si je considère que ces villes, en parlant de Chicago, la Nouvelle-Orléans, Washington, constituent un danger, j'agirai comme bon me semble. » Et donc en fait, et avec une contestation très limitée de ses propos, il n'est pas censé déployer la garde nationale aux États-Unis dans des villes qui lui sont opposées. C'est vrai que Chicago, Washington, on est sur des villes démocrates, et à la Nouvelle-Orléans, on est dans un État républicain. Et c'est assez intéressant. Il fait la distinction entre l'Illinois, qui est l'État où est Chicago, où le gouverneur est très opposé à Donald Trump, fait partie maintenant des voix les plus opposées à Donald Trump, et le gouverneur de la Louisiane, qui lui est très acquis également à la cause de Donald Trump, donc il dit qu'il accueillerait avec grand plaisir la garde nationale à la Nouvelle-Orléans. Mais il y a un truc assez vertigineux à ça, par ailleurs, parce que bon, la garde nationale, donc ça a des sortes de réservistes, mais ça a un rôle quand même extrêmement différent aux États-Unis de ce que ça peut avoir en France ou en Europe. Et il y a un truc très étrange qui se joue avec le fait que c'est des gardes nationales, alors c'est par État, et donc c'est essentiellement des États républicains qui envoient leur garde nationale pour aller dans des États, pour rétablir l'ordre, avec des gros guillemets, dans des métropoles démocrates. Enfin bon, il y a un truc qu'on dirait un peu un prequel de l'excellent film Civil War, d'Alex Garland, sorti il y a quelques mois, quoi. Ça, on voit mal comment ça peut bien finir. Et mais c'est un cas aussi très intéressant de sciences politiques, quoi. Il reprend globalement l'argumentaire qui a été utilisé par George W. Bush et qui a été réutilisé ensuite effectivement, quand un président déclare une urgence nationale pour quelque chose, il peut faire plein de choses. C'est beaucoup plus outrancier pour Donald Trump, mais on peut pas dire qu'il abat des frontières que les autres n'avaient pas touchées, quoi. Je pense qu'il abat quand même des frontières dans le sens où il fait des choses délibérément dont il sait qu'elles ne rentrent pas dans le cadre légal, s'attendant à un peu de résistance juridique, mais qui n'arrive pas, et le décalage là aussi entre le temps politique et le temps juridique est tel que même si un jugement un jugement juridique est rendu d'ici quelques mois ou quelques années par rapport à une décision prise et mise en œuvre là, à l'automne 2025, en fait, ça n'a aucun sens. Un juge fédéral a rendu un jugement il y a quelques jours disant que le déploiement de la garde nationale à Los Angeles était illégal. Bon, ça a fait la une des journaux pendant quelques heures, et puis voilà. Très bien, c'était illégal, pourtant ça a été fait. Trump se réserve le droit de réitérer, et il y a un vrai mépris, un dédain pour des décisions prises qui vont à leur encontre, qui est très assumé. On l'a vu, en fait, le vice-président J.D. Vance aussi a dit, dès qu'une décision de justice est rendue qui va à l'encontre de notre projet politique et idéologique, on va considérer que c'est une décision d'opposition et on ne la mettra pas en œuvre, on ne la respectera pas. Donc je pense que c'est aussi ça qui est fascinant dans ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'agenda caché. En fait, les décisions prises, elles sont très assumées, elles sont annoncées. Trump, il avait annoncé pendant sa campagne présidentielle en 2024 qu'il procéderait à des déportations de masse de migrants illégaux. Ce qu'ils sont en train de dire maintenant, c'est que les déportations, elles vont aller au-delà des migrants illégaux. Ils veulent s'en prendre aussi aux personnes qui sont là de manière légale aux États-Unis. Le département d'État a annoncé qu'ils allaient procéder à une révision des visas des 55 millions d'étrangers présents sur le sol américain légalement. Et donc, il y a vraiment cette volonté de purifier les États-Unis, selon eux, et de ne garder que les gens qu'ils considèrent comme étant valables, et donc dont la présence serait justifiée aux États-Unis. Et c'est là aussi très arbitraire. Mais c'est un cas, par ailleurs, très intéressant sur ce cas qui était très particulier, qui sont les États-Unis, sur la primauté du politique sur le juridique, qui peut nous paraître à nous plein de bon sens, etc. Effectivement, Donald Trump a été élu, les juges ne sont pas élus. Sauf que c'est l'exception historique des États-Unis. C'était déjà ce qui faisait, ce qui intéressait beaucoup Tocqueville au XVIIIe, mais c'est quand même très bizarre, ce pays où les juges ont énormément de pouvoir, où c'est les juges qui jugent la loi, où les juges ont un vrai contre-pouvoir, etc. Et là, dans une certaine mesure, de facto, on arrive à un peu la fin, enfin, en tout cas, une neutralisation de ce contre-pouvoir complètement historique depuis plus de 2 siècles aux États-Unis. Mais alors, voilà, ça c'est pour la situation
le baromètre de la progression du fascisme aux États-Unis, mais disons plus sur le cœur de ce qui nous occupe d'habitude. Il y a évidemment une très grosse actualité politique, géopolitique, stratégique pendant l'été. Vous l'avez mentionné, c'est ce sommet d'Anchorage avec Vladimir Poutine, qui a été présenté comme une immense victoire trumpienne, qui a été ensuite le prélude à un voyage des Européens et de Zelensky à la Maison-Blanche. Voilà, il y a le factuel sur lequel on peut revenir ou pas selon ce que vous préférez, mais plus généralement, comment est-ce que ça a été, disons, perçu, ces initiatives et la manière dont ce dossier ukrainien est géré ou pas par la Maison-Blanche. Enfin, je veux dire, il y a quand même un milieu stratégique washingtonien pour qui, si on avait dit, je sais pas, il y a 1 an et demi que Vladimir Poutine arriverait sur le sol américain dans une base américaine avec Sergei Lavrov avec un sweatshirt URSS et que il y aurait des poignées de main et que tout le monde serait content à la fin, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait dans le milieu washingtonien, disons. Non, et pour autant, certains experts de la Russie savaient que c'était ce que Trump voulait. C'est-à-dire qu'il y avait eu le sommet d'Helsinki en 2018 lors de son premier mandat où il s'était vu avec Poutine. La plupart des experts, analystes, spécialistes de Donald Trump savaient qu'il avait très envie d'organiser une rencontre avec Poutine et qu'il a rangé son frein pendant les premiers mois, premières semaines de son mandat parce qu'il savait que la situation était tellement catastrophique sur le terrain qu'il pouvait pas vraiment se permettre d'accueillir Vladimir Poutine. Il a donné à Zelensky et à Poutine un certain nombre d'ultimatums et Poutine n'en a respecté aucun sur la mise en place d'un cessez-le-feu et Poutine a très délibérément ignoré toutes les demandes, requêtes publiques et privées de Donald Trump et pour autant il a eu ce qu'il voulait, Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il a été invité aux États-Unis. Zelensky n'a pas été convié à cette rencontre, ça a été une rencontre bilatérale États-Unis-Russie qui est exactement ce que Poutine veut. En termes de règlement du conflit, c'est-à-dire qu'il veut solder le compte de l'avenir de l'Ukraine sans les Ukrainiens, sans les Européens. Il veut discuter directement d'égal à égal avec le président américain et Donald Trump, en fait, lui a donné cette possibilité-là. Vladimir Poutine, c'était vraiment un paria sur la scène occidentale, au moins pendant 3 ans depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Et en fait, là aussi, Donald Trump a contribué à vraiment un objectif clé de Vladimir Poutine, qui était de le relégitimiser auprès d'une partie du monde, en tout cas. Certainement pas auprès des Européens, mais auprès d'une partie du monde. Sans rien donner en échange, sans aucune concession. Il n'y avait pas vraiment d'agenda à ce sommet, et donc sans surprise, il devait y avoir une conférence de presse qui n'en était pas une, qui n'a abouti en fait à aucune déclaration ou annonce particulière, sauf que ce tabou-là a été brisé et que donc maintenant Vladimir Poutine a déjà vu le président américain une première fois. Il y avait là encore un ultimatum qui avait été fixé au 1er septembre par Donald Trump que Vladimir Poutine mette en œuvre un cessez-le-feu, prenne contact avec Zelensky, qui n'a évidemment pas été respecté. Et donc on est dans un moment où à la fois c'est surprenant et c'est pas surprenant parce que ce qui compte pour Donald Trump c'est de pouvoir parler d'égal à égal avec Poutine. Il admire beaucoup Vladimir Poutine. Certes, il dit qu'il est très fâché de ce qui se passe en Ukraine, qu'il est choqué, les bombardements l'agacent, il dit qu'il n'en peut plus de savoir qu'il y a des milliers de morts en permanence, mais ce qu'il a fait lui et ce que son administration continue de faire, c'est de mettre l'Ukraine et la Russie sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il les accuse de manière égale en fait, de l'état de la situation, de la guerre. Il est assez convaincu que Poutine est en train de gagner sur le plan militaire et donc que l'Ukraine n'a pas d'autre choix que de céder, de concéder une partie de son territoire. Et Zelensky, pour l'instant, ne veut pas faire ça, surtout sans aucune garantie de sécurité. Et c'est là où les Européens se retrouvent un peu coincés. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'était bien qu'ils se présentent tous aux côtés de Zelensky. En août, il y a eu beaucoup de critiques de cette photo qu'on a vue qui était soi-disant l'exemple de la vassalisation. La réalité de la situation, c'est que Trump, il pense le monde en gagnant et en perdant. Il faut faire partie des gagnants et il faut avoir des démonstrations de force. Et en fait, les dirigeants européens, plus la présidente de la Commission européenne, le secrétaire général de l'OTAN, qui viennent se présenter aux côtés de Zelensky, c'est une démonstration de force. Trump est obligé de les recevoir. Ils sont ensemble, ils tiennent les mêmes propos, les mêmes éléments de langage. C'est beaucoup plus difficile pour lui, du coup, de les rejeter, de les ignorer.
Après, savoir la mesure dans laquelle il va prendre leurs considérations en question, ça, c'en est encore une autre. Mais en fait, moi, je pense que cette unité européenne, il a du mal à y réagir négativement. Il est un peu obligé de la prendre en compte, et c'est la grande force des Européens en ce moment, sur laquelle ils doivent absolument pas se diviser, parce que c'est ce que cherche à faire cette administration au maximum. Mais on est dans un moment où, c'est-à-dire non seulement Poutine a été reçu, et donc sans rien en échange, donc là, ça a brisé un tabou. Lavrov a été interviewé sur une télévision américaine où il a réitéré, en fait, qu'il pense, lui et Poutine, que Zelensky est illégitime, qu'ils n'ont en réalité aucune envie de traiter avec lui, qu'ils pensent que ce n'est pas la personne avec qui ils ont envie de traiter pour régler le sort de l'Ukraine. Donc tous ces éléments-là, là aussi, ce ne sont pas des éléments cachés, ce sont des éléments qui sont déclarés et qui mettent les Européens, là, je pense, dans une difficulté réelle, qui est que Trump va commencer à se lasser de ce problème. Il en a un peu marre, mais il lâche pas non plus. Il a envie d'être la personne qui résout le conflit en Ukraine, sauf qu'il ne s'intéresse absolument pas aux détails du sujet. Or, pour Poutine, il n'y a que les détails qui comptent, et notamment la partie territoriale. Donc on est dans un dialogue de sourds un peu. Et là-dessus, comment réagissent, j'allais dire, les éléphants républicains c'est-à-dire, il y a quand même tout un milieu républicain qui a fait plusieurs décennies de carrière, voire un demi-siècle de carrière, à raconter exactement tout l'inverse de ce qui est en train de se faire, dont on voit, c'est pas vrai qu'ils ont totalement disparu, on voit par exemple, on les voit réapparaître un peu avec Lindsey Graham, par exemple, qui est donc l'influent sénateur de Caroline du Sud, après avoir été un opposant à Trump pendant la primaire, et Lindsey Graham qui a fait un vrai plan anti-Poutine, un plan de rétorsion extrêmement sévère de qu'est-ce que ça pourrait être si ça casse, etc. Comment est-ce que on serre vraiment la vis avec la Russie. Donc, et ces gens-là ne sont pas disparus dans une fourgonnette de police, ils n'ont pas encore été mis en prison. Donc, ils existent toujours, ils sont probablement toujours à Washington. Il y en a beaucoup qui sont encore au Congrès, ces anciens faucons de hardliners sur la Russie et sur plein d'autres choses, parce que généralement ils n'étaient pas hardliners que sur la Russie. Voilà, comment est-ce que ça se recompose et qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce qui pèse et ces gens-là à Washington en ce moment? Ils pèsent pas beaucoup. Alors je pense qu'en plus, il y a un effet assez pervers qui est qu'ils vont dans les capitales européennes et ils reçoivent des Européens. Et donc effectivement, derrière les portes closes, ils leur disent, bien sûr, on est très choqués, bien sûr, on trouve que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Évidemment, c'est une agression absolument claire de l'Ukraine, violation du droit international, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce que Poutine a fait. Mais ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire ça à voix haute. Que ça risque vraiment de fâcher Trump. Je pense que ce que Lindsey Graham a fait, qui était de faire la tournée des capitales européennes, présentant son plan de sanctions contre la Russie, dont je pense honnêtement qu'il ne sera pas adopté. Trump a eu de multiples occasions de serrer la vis sur la Russie, de vraiment mettre la pression sur Poutine pour le convaincre de venir à la table des négociations de manière aussi sincère que possible. Il ne l'a pas fait. Il a choisi délibérément, pour l'instant, de ne pas mettre de sanctions secondaires ou primaires sur Vladimir Poutine. Il n'a pas envie de le faire, en fait. C'est assez clair. Et du coup, je trouve que ça entretient un peu un mythe de, effectivement, les républicains faucons sont toujours là, la relation transatlantique, en fait, va très bien si on décide de pas faire attention à ce qui se passe aux États-Unis, et qui n'est pas... qui, à mon avis, est un peu délétère pour les Européens, parce qu'on espère que les choses vont se retourner à un moment donné et qu'il y aura encore une volte-face de l'administration Trump et qu'on verra finalement que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc je pense que ils sont là, ils sont pas très influents. Il y a quand même vraiment des luttes de factions à l'intérieur du Parti républicain et à l'intérieur du mouvement MAGA. Et la lutte principale est pour l'attention de Trump. Et donc effectivement, les gens ont envie d'avoir accès au bureau ovale autant que possible. Ils savent que l'attention de Trump, elle est limitée, donc ils espèrent que quand ils ont accès à cette attention, qu'ils vont réussir à le convaincre. Mais je pense qu'ils ont tous fait l'expérience d'une discussion avec Trump qui se passe très bien, et à l'issue de laquelle Trump annonce publiquement dans l'heure qui suit, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, en fait, une décision totalement inverse à ce qui avait été décidé. Donc il y a aussi, on le sait, l'influence que ces gens ont sur Trump est honnêtement très limitée. Il avait, au moment du sommet de l'OTAN, il y avait cette journaliste ukrainienne de la BBC qui lui avait dit que son mari était soldat et qu'il y avait des attaques en permanence. Et elle avait fait ça lors d'une conférence de presse, et il avait semblé effectivement très affecté par ses propos. Et il avait dit, mais on va vous envoyer plein de patriotes.
Évidemment, ça n'a pas eu lieu. En fait, oui, c'est quelqu'un d'assez émotionnel, probablement, et peut-être qu'il n'aime pas la guerre, mais en fait, il n'aime pas la guerre, mais je pense que surtout, il préfère Poutine et qu'il a envie de construire cette relation avec Poutine qui va bien au-delà de l'Ukraine. Il a envie de régler, il a envie de mettre fin à la guerre en Ukraine, pas pour les bienfaits de l'Ukraine, mais en fait parce qu'il a envie de pouvoir reprendre une relation bilatérale avec la Russie, et notamment, il espère une relation économique avec la Russie, et il s'en cache pas non plus, en fait, de ça. Avec un truc qui est apparu quand même pendant l'été, mais c'est intéressant parce que ça rejoint un autre domaine dont vous êtes spécialiste, il y a eu la question de l'Inde et de cette mini-guerre commerciale avec l'Inde. Droit de douane, bon, on connaît le schéma assez habituel de Donald Trump qui annonce un droit de douane faramineux, mais sur l'Inde avec une justification assez baroque de dire c'est parce que l'Inde achète beaucoup de pétrole à la Russie et qu'on est en train de serrer la vis à la Russie. Ce qui est très étonnant, parce que c'est vrai, évidemment, il n'a pas tort du tout, mais mais je veux dire, lui il serre pas la vis à la Russie, mais c'est en tout cas il a une manière, enfin c'est son génie de réussir à trianguler les choses et de réussir à perturber les choses, à tellement brouiller les cartes mais là, du coup, ça a rendu tous les faucons. C'est devenu très difficile de s'y opposer, puisque si c'était pour serrer la vis à la Russie, ça devenait légitime. C'est très intéressant, cette manière qu'il a eu d'instrumentaliser la Russie et la guerre en Ukraine pour quelque chose qui était sans doute pas son objectif premier, quoi. Alors moi, je dirais pas que c'est une mini-guerre commerciale, c'est une énorme guerre commerciale. Les droits de douane qui ont été imposés à l'Inde, à hauteur de 50% maintenant, c'est les droits de douane les plus élevés que les États-Unis ont imposés à n'importe quel pays au monde, maintenant qu'ils ont réduit ceux sur la Chine. L'Inde importe effectivement énormément de gaz et de pétrole de Russie, mais elle en importe moins que la Chine. Il s'en est pas non plus pris à la Chine, il a pas non plus accusé la Chine de quoi que ce soit à ce niveau-là, donc je pense qu'il y a il s'en est pris à la Chine à d'autres moments et pour d'autres choses. À d'autres moments, absolument. Mais pas moins sur l'acquisition de pétrole à la Russie, en tout cas. Alors que les acquisitions chinoises sont vraiment bien plus élevées que les acquisitions indiennes, mais vous avez raison, c'est une accusation légitime contre l'Inde. La crise entre l'Inde et les États-Unis, elle est assez profonde là, et la triangulation avec la Russie, c'est un élément d'explication, mais l'élément réel d'explication, c'est la crise qu'il y a eu avec le Pakistan au printemps. Où Donald Trump a déclaré qu'il avait été la personne qui avait permis de mettre en œuvre un cessez-le-feu, ce que les Indiens ont nié très publiquement, et ça l'a vraiment fâché, ça l'a mis en colère, parce que les Pakistanais ont dit qu'effectivement les États-Unis avaient joué un rôle clé dans la mise en œuvre du cessez-le-feu entre Delhi et Islamabad, et les Indiens insistent toujours sur le fait que quand il s'agit des relations Inde-Pakistan, en fait, aucun pays tiers n'est censé intervenir, même s'il y a eu dans le passé des interventions des Américains en sous-main. Cette déclaration très publique de Donald Trump leur a beaucoup déplu et les Indiens l'ont vécu comme presque une atteinte à leur souveraineté territoriale. Et Donald Trump a continué d'insister. Il a par ailleurs il avait une relation personnelle assez développée avec Modi, et je pense que Trump est d'autant plus vexé que les choses se détériorent avec l'Inde que Modi n'est pas en train de trouver une espèce de voie de sortie à cette situation de crise. La communauté stratégique en Inde, dont toute une partie était assez anti-américaine du fait de la guerre froide et du soutien américain au Pakistan, se dit maintenant, voilà, ça fait 25 ans qu'on développe les relations avec les États-Unis, mais finalement on ne pouvait jamais leur faire confiance, donc il faut peut-être qu'on continue, nous, notre stratégie d'autonomie stratégique, et qu'on ne qu'on ne développe pas de lien plus fort avec les États-Unis. Il y a une vraie inquiétude sur le rapprochement Russie-Chine. Et aux États-Unis, il y a une forme d'escalade aussi contre l'Inde, c'est-à-dire que là, il est question d'augmenter encore les droits de douane, peut-être de mettre fin aux visas étudiants et de travail qu'ont un certain nombre d'Indiens à travers le pays et dans la Silicon Valley. Et donc, en fait, on voit qu'on est plutôt dans une escalade de ces tensions avec aucun des deux dirigeants, ni Modi ni Trump, qui a envie de trouver une voie de sortie. Et en fait, pour Modi, il y a une vraie pression interne. On voit qu'il y a des portraits à l'effigie de Donald Trump qui sont brûlés en ce moment en Inde. Et donc, en fait, si Modi se retrouve dans une situation où il doit demander pardon à Donald Trump, où il doit lui faire un effort particulier pour trouver une voie de sortie, ça va le mettre sur le plan interne vraiment en difficulté en Inde. Et alors, Trump, je pense pas que ça le mette plus que ça en difficulté, c'est juste qu'il refuse absolument de le faire et que c'est une guerre d'ego. Et pour l'instant, on n'a
personne en fait dans les équipes ni de Modi ni de Trump qui a envie de trouver une voie de sortie valable. Je pense que c'est assez inquiétant parce qu'on ne voit pas là tout de suite de voie de sortie évidente à cette crise qui ne fait qu'augmenter. Et enfin, peut-être pour terminer, pour ouvrir, il y a une actualité stratégique, de la réflexion stratégique aux États-Unis, puisqu'il y a une stratégie nationale de sécurité qui devrait sortir dans quelques temps. Les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir un petit mystère sur quand ça sort, parce que c'est des documents compliqués. On est déjà arrivé plus proche d'ici que ça sort pas toujours au moment où il faudrait, où c'était annoncé. Mais donc, qu'est-ce qu'on en dit de cette stratégie nationale de sécurité, qui est quand même un document cadre pour toutes les forces de sécurité américaines et sur la philosophie même de ce que c'est que la sécurité du pays. Voilà, qu'est-ce qui bruisse à Washington? Alors oui, il y a 2 documents qui devraient sortir, la Force Posture Review et la stratégie de défense nationale. La Force Posture Review, on peut dire, c'est très important pour nous autres Européens. On en avait parlé un peu à La Haye avec l'équipe du Casque et la Plume, parce que ils vont baisser leur nombre de soldats en Europe. Personne ne sait de combien, et donc personne ne sait à quel point il va falloir réajuster en conséquence. Absolument, mais il est quand même assez clair qu'ils vont procéder à cette réduction. Donc ça, nous, on l'attend, Européens, avec impatience et on trépigne un petit peu de le savoir. Il y a très peu de choses qui ont fuité. Il y a un peu plus de choses qui fuitent sur la stratégie de défense nationale, qui sera focalisée principalement sur ce que les Américains appellent « the homeland ». Qu'on traduit en français par la sécurité intérieure, mais ça couvre un champ, je trouve, plus large que la sécurité intérieure. C'est vraiment la protection du territoire, qui est l'axe idéologique aussi que cette administration suit depuis le début, en fait, depuis son inauguration. Et donc protection du territoire. Ça veut pas dire isolationnisme. Je tiens aussi à le signaler là à nos auditeurs. En fait, on n'est pas du tout dans une administration isolationniste, on est dans une administration qui revoit ses priorités. La logique d'expansion territoriale, elle est toujours là, et la menace de l'expansion territoriale vers le Canada, le Groenland, le canal du Panama est assez claire, mais on se concentre sur l'hémisphère occidental, en fait, qui est un peu une tradition américaine du 19e siècle qu'on voit se développer, mais ce ne sont pas des Américains isolationnistes. Par contre, voilà, ils veulent partir d'Europe, ça c'est assez clair. Se retirer du Moyen-Orient autant que faire se peut. Il y a un grand point d'interrogation sur l'Indo-Pacifique, puisque le présupposé général du retrait d'Europe était de réallouer des troupes à l'Indo-Pacifique, même s'il s'agit évidemment pas du tout des mêmes armées, des mêmes besoins. Je suis pas totalement sûre que ce soit le cas là, et il y a un grand point d'interrogation là aussi sur la stratégie américaine vis-à-vis de la Chine. Sous l'administration précédente, à vrai dire sous l'administration Trump 1, la compétition stratégique avec la Chine, elle était vraiment actée. Il y avait un aspect militaire, bien évidemment, mais l'administration Biden a essayé de compartimenter ça au maximum à de la compétition économique et technologique. Je suis pas sûre que Trump aujourd'hui soit convaincu qu'il y a une compétition stratégique avec la Chine. En tout cas, on en entend très peu parler. L'Indo-Pacifique figure absolument pas dans les priorités. Et donc, ce réalignement vraiment sur the homeland, le fait d'avoir des soldats, pour reprendre ce qu'on disait au début, qui circulent dans les rues, la protection de la frontière au sud, avec le Mexique en particulier, en fait, c'est des éléments qui sont ancrés dans cette idéologie trumpienne aujourd'hui, dans cette idéologie MAGA, et qui vont être développés. Et je pense qu'il y a une vraie question là-dessus. Alors, peut-être signaler quand même une différence entre ce que Trump veut et ce que le Pentagone veut. Donc, il est assez clair que cette stratégie qui est mise en place par Elbridge Colby, qui était quelqu'un qui était dans les think tanks aussi, qui est un des représentants de ce qu'on appelait les primacists, donc vraiment les personnes qui disaient il faut se retirer d'Europe pour se concentrer sur l'Asie. Il est plutôt devenu restrainer lui-même, puisque c'est ce qui est à la mode à Washington aujourd'hui, donc on l'entend très peu parler d'Asie. Lui, il est en faveur d'un retrait des troupes assez massif d'Europe pour les ramener aux États-Unis. Et on voit quand même un Donald Trump pas totalement désintéressé d'Europe. Il a envie, c'est-à-dire qu'il lâche pas totalement le dossier Russie-Ukraine non plus. Je pense que ses équipes au Pentagone aimeraient qu'il lâche complètement, mais on les voit le dire, en fait maintenant c'est aux Européens de mettre en place la force de réassurance, c'est aux Européens de donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, il n'y a aucune raison pour que les États-Unis le fassent. Et lui,
continue de garder un œil sur l'Europe d'une manière ou d'une autre. Donc je trouve que c'est intéressant de voir cette différence-là. C'est le Pentagone qui avait mis fin à la coopération en matière de renseignement militaire à l'Ukraine sans en notifier la Maison-Blanche, et c'est Trump qui l'avait relancé pour un temps. Donc on voit bien que là, entre le Pentagone et la Maison-Blanche, il y a une forme de désaccord un peu. Le Pentagone qui veut accélérer le retrait d'Europe et la Maison-Blanche qui tempère, mais voilà. À voir comment ça se traduit dans la NDS in fine. Je pense qu'on va quand même vers un retrait militaire d'Europe qui sera peut-être gradué, mais qui me semble inéluctable. Très bien, merci beaucoup Tara Varma. Donc on Merci, vous retrouvera le mois prochain pour voilà, j'espère que on verra pas des soldats en arrière-plan quand vous nous parlez la prochaine fois, mais le fait est que c'est quelque chose d'intéressant à monitorer, parce que c'est aussi intéressant de voir où sont employés les soldats, les militaires américains aujourd'hui, et si jamais il y a une crise pour une raison ou une autre, c'est des moyens qui sont alloués là, qui ne le seront pas ailleurs. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'était donc Le Collimateur, un podcast un podcast produit par Alexandre Dublin, distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, remarques, commentaires, notes sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou Spotify. Voilà, c'est lu, apprécié, et c'est extrêmement utile pour le podcast, ou Apple Podcast aussi. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.